préparant cette rencontre, je me demandais ce que je pouvais vous apporter. Et finalement, il y a quelque chose de bon dans le privilège de l'âge. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Et l'avantage, c'est celui évidemment de l'expérience et d'avoir traversé un certain nombre de choses. Et il me semble que dans ma vie professionnelle, Antoine a dit effectivement 43 ans depuis que je suis sorti de l'école de journalisme, j'ai vécu 3 périodes historiques distinctes. Et à chaque fois, on n'a pas vu venir la suivante. On n'a pas vu venir le moment où on basculait dans une autre époque. Et ces 3 périodes, elles sont très marquées si vous refaites l'histoire du dernier demi-siècle. La première, c'est évidemment la guerre froide. Alors quand on était en France, dans ma génération, la guerre froide, ça n'existait pas trop. On vivait pas avec l'idée que les chars soviétiques allaient rentrer dans Paris, ou etc. Mais elle n'était pas loin. Berlin était à 2 heures de Paris, il y avait le mur, il y avait le passage par Checkpoint Charlie. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sûrement allés à Berlin. On va se faire prendre en photo aujourd'hui devant un soldat américain en carton-pâte. Je peux vous dire que quand on passait par Checkpoint Charlie pour aller à l'Est, on avait une boule à l'estomac, parce que c'était un lieu où on avait le sentiment de passer ailleurs, et un ailleurs un peu fantasmé, mais en tout cas compliqué. Et là où j'ai vraiment, moi, senti la guerre froide, et c'est des images comme ça qui reviennent et qui font que cette époque est très forte, c'est en Afrique, en Angola. J'étais en Angola au début des années 80, et j'étais en reportage dans le sud de l'Angola, et il y avait à l'époque une guerre entre le pouvoir de Luanda, qui est toujours le même qu'aujourd'hui d'ailleurs, qui était en but à la fois à l'Afrique du Sud, qui était encore le régime de l'apartheid, et à un mouvement qui était soutenu pêle-mêle par Mobutu, donc au Zaïre voisin, la CIA, etc. Et pour soutenir le gouvernement qui était menacé, il y avait des milliers de soldats cubains qui avaient été envoyés par Fidel Castro pour aider à la défense de l'Angola. Et je me retrouve dans le sud de l'Angola, et pour remonter dans la capitale Luanda, il fallait prendre un avion avec les soldats cubains. Et donc je me retrouve sur un aéroport où il y avait des centaines de soldats cubains avec leur pactage et leurs armes, qui il y avait une rotation d'unités, etc. Arrive un Tupolev soviétique, c'était encore l'URSS à l'époque, qui vient pour transporter les soldats. Un pilote soviétique vient discuter en russe avec le chef des Cubains, et ils discutent du nombre de soldats qui vont être autorisés à monter. Donc ils montent des dizaines et des dizaines de soldats, c'était un gros porteur. Puis à un moment, le pilote dit stop, et le Cubain arrive et il négocie. On en fait encore monter une dizaine parce qu'il fallait évacuer les gens. Puis ensuite, on fait monter les 5 occidentaux qui étaient là. Il y avait des humanitaires et des journalistes. Et on se retrouve dans cet avion, debout, il n'y a pas de siège, au milieu de ces soldats avec leurs armes et leur pactage. L'avion met un temps fou à décoller parce qu'il était en surpoids, et on se retrouve dans la capitale. Et là, vous étiez au cœur de la guerre froide, au sens où elle a opposé non pas les soviétiques et les américains dans une guerre directe, mais dans des guerres indirectes, en Angola, en Éthiopie, au Nicaragua, etc. Et là, vous touchez du doigt ce qui se passait à cette époque, et un contexte géopolitique qui était dominant à l'échelle de la planète tout entière. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, j'espère, parce que je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu, la série sur le Vietnam qui a été diffusée sur Arte la semaine dernière, en 9 épisodes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Faites-le, parce que c'est un document exceptionnel, et on voit exactement ce qui se passait à l'époque. Et il y a un responsable de l'époque de la CIA, ou du Pentagone plutôt, qui explique que, en fait, ils se sont trompés de guerre. Quand il y a eu la guerre du Vietnam et l'engrenage dans lequel ils se sont retrouvés, à envoyer jusqu'à 500 000 hommes à certains moments, ils ont interprété ce conflit comme un conflit de guerre froide.
c'était on va bloquer l'avancée du communisme. Il y avait Mao au-dessus, il y avait les soviétiques de côté, etc. Et alors que ce que disait ce responsable dans le documentaire, il disait ben, voilà, c'était les Vietnamiens qui voulaient leur indépendance. Et nous, on voyait ça uniquement avec les yeux de la guerre froide, et donc on a dit on va les bloquer, et ça a été 10 ans de malheur, de 58 000 soldats américains tués, 2 millions de Vietnamiens tués, un pays ravagé, enfin bref, une catastrophe absolument colossale. Et en Angola, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que du jour où le mur de Berlin est tombé, ben, le problème angolais s'est réglé. Le problème de l'indépendance de la Namibie est arrivé, l'apartheid est tombé quelques années plus tard. Et c'est-à-dire que un nombre de conflits, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de guerre depuis, il y a de nouvelles formes de guerre qui se sont installées à la place, mais la guerre froide a entretenu un nombre de conflits de manière artificielle parce que c'était des pions sur un échiquier que déplaçaient les soviétiques, les américains et leurs alliés. Et ça c'était quand même une leçon incroyable. Je disais, on ne voit pas le passage d'une époque à l'autre. Le 1er mai 1989, je vous rappelle que c'est 6 mois avant la chute du mur de Berlin, j'étais à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Et donc, qui est le rideau de fer, il passe par là, puisque la Hongrie faisait partie du pacte de Varsovie, donc des pays satellites de l'URSS. Et ce jour-là, il y avait une grande cérémonie avec des généraux soviétiques avec des énormes casquettes, et on coupait un morceau du rideau de fer. Et donc on a, moi j'ai chez moi un morceau de ce barbelé qui séparait la Hongrie de l'Autriche. Et tous les journalistes qui étaient là, moi compris, j'ai relu il n'y a pas tellement longtemps l'article que j'ai fait dans Libération à l'époque, on était un peu goguenards en disant ouais, ok, c'est un truc de propagande, il nous mène en bateau. Je me souviens que l'envoyé spécial de TF1 qui était là n'a même pas fait de sujet parce qu'on lui a dit écoute, tout ça c'est bidon, tu vas pas te faire avoir par ce machin, etc. Il se trouve que 3 mois plus tard, un groupe d'étudiants est-allemands qui étaient en vacances en Hongrie passe par ce trou dans le rideau de fer, se réfugie dans l'ambassade ouest-allemande à Vienne, ensuite, enfin bref, ça déclenche la crise des réfugiés est-allemands qui se retrouvent un petit peu partout dans tous les pays d'Europe centrale, et ça entraîne quelques semaines plus tard, on parle de quelque chose qui est allé très vite, la chute du mur, l'ouverture du mur en novembre, et l'effondrement les uns après les autres de tous les pays d'Europe de l'Est, et 2 ans plus tard la disparition de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on a, je vous dis, 1er mai, personne ne croyait à quoi que ce soit de ce qu'on était en train de vivre, et 6 mois plus tard, on change d'époque. Et le monde change littéralement d'époque. Deuxième temps, et c'est pour ça que je dis c'est très séquencé et très précis. Le deuxième temps, c'est celui de l'après-guerre froide. En 1991, on enterre la guerre froide officiellement. Bush et Gorbatchev se rencontrent à Malte. Ça se passe très mal, non pas parce qu'ils ne s'entendent pas, mais parce qu'il y a une tempête abominable. Et la cérémonie devait se passer sur 2 navires de guerre qui étaient côte à côte, et il devait y avoir un moment dans un bateau et un moment dans l'autre, et le mauvais temps rendait le transfert impossible, et les journalistes, on ne pouvait pas monter sur les bateaux, on était à l'hôtel en train de regarder les images de CNN parce qu'on ne pouvait même pas sortir de notre hôtel tellement le vent était puissant. Et ça, c'est anecdotique. Le fait est que ce jour-là, on a enterré la guerre froide. Et le porte-parole de Gorbatchev avait inventé une formule extraordinaire. Il avait dit From Yalta to Malta. Yalta, c'était le moment où on a séparé, dans la mythologie en tout cas, on a séparé l'Europe en 2, chacun sa zone d'influence. Et Malta, la fin de la guerre froide, l'enterrement de la guerre froide. Donc il avait inventé cette formule qui rimait, qui était bien agréable. Dans cette nouvelle période, cette deuxième phase,
on a cru, il y a ce fameux livre de Fukushima, La fin de l'histoire, on a cru que c'était fini, que les conflits étaient enterrés, que le monde entier allait progressivement être gagné par la démocratie libérale qui s'installait dans les anciens pays communistes d'Europe, et l'économie de marché était triomphante, et en gros, on était... la vie serait un long fleuve tranquille pour le reste de l'éternité sur cette terre. Et tout d'un coup, les Nations Unies sont remontées à la surface, commençaient à jouer leur rôle. Les droits de l'homme devenaient une valeur centrale. J'ai assisté à Vienne en 1992, je crois, ou 93, à une conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme. Il y avait 10 000 délégués, qui venaient du monde entier. C'était tout d'un coup l'émergence d'organisations de défense des droits de l'homme issues des pays en développement. Il y avait 300 ONG philippines, etc., etc. Et tout le monde était dans cette grande illusion d'une ère de fraternité, de valeurs, de droits de l'homme au centre du développement humain, etc. Et on était dans une illusion totale, puisque au même moment, la guerre de Yougoslavie avait déjà commencé avec son cortège de barbarie et d'horreur. Peu de temps après, on a eu le Rwanda, on a eu... voilà, cette ère de grande fraternité n'a pas duré très longtemps, mais malgré tout, c'était l'époque où il n'y avait plus qu'une seule superpuissance, les États-Unis. Hubert Védrine avait inventé à l'époque cette formule de l'hyperpuissance. C'était la seule. Plus personne ne pouvait tenir tête aux États-Unis, qui étaient devenus le maître bienveillant de la planète et donc des relations internationales. Et personne n'envisageait et ne voyait une fin à cette... en tout cas, une date ou des événements qui pouvaient faire basculer cette période. Et pourtant, elle a duré à peine quelques années, et ça a été une petite parenthèse relativement brève. Parce que personne, comme je disais tout à l'heure, personne n'a vu venir la chute du mur, personne n'a vu venir la fin de cette époque de domination ou de surdomination des relations internationales par les États-Unis. Et moi, j'ai été nommé par Libération à Pékin. Je suis arrivé là-bas en 2000. Et je suis allé à Pékin, pour être très honnête, parce que je voulais partir de Paris et que c'était le premier poste qui se libérait à Libération. Et je me t'ai dit, ouais, ça va être intéressant d'être à Pékin. J'y resterai 2-3 ans et ça sera... Et je suis arrivé... avec un pays qui explosait, qui commençait à exploser économiquement, qui était déjà dans une croissance à 2 chiffres, et dont on pouvait vivre dans les villes la transformation de manière très forte et très vive. Et la première fois que je suis revenu à Paris en vacances, j'étais à un dîner où il y avait un banquier dans la finance internationale à Londres, et je racontais ce que je vivais, ce que je voyais à Pékin, et il m'a dit « Ouais, tu te fais avoir, tout ça c'est des illusions ». C'est la même phrase qu'en mai 89 dont je parlais tout à l'heure. Tout ça, ce sont des illusions. Il a eu cette phrase extraordinaire que je cite dans mon livre. Je ne peux pas croire que des septuagénaires membres du bureau politique d'un parti communiste puissent comprendre le fonctionnement de l'économie globalisée. Enfin, c'était son jugement définitif sur ce qui se passait en Chine. C'était de la poudre aux yeux. Bon, évidemment, aujourd'hui, personne n'oserait dire que les membres du bureau politique du Parti communiste chinois n'ont pas compris l'économie globalisée. Ils en sont aujourd'hui les grands vainqueurs et les maîtres. Donc, c'est quand même extraordinaire de penser que il y a 15-16 ans, il y a eu cette grande illusion sur la Chine qui était de penser que oui, la Chine allait se contenter de la sous-traitance de nos industries les moins
moins-disantes, qu'ils allaient faire nos t-shirts à 1 euro, nos jeans bon marché, et par la suite nos ordinateurs ou nos iPhones, et qu'ils allaient se contenter d'être les sous-traitants des grandes entreprises occidentales. Et on n'a pas vu, on n'a pas compris que le monde était en train de basculer, et qu'on n'était plus dans ce tempo historique dans lequel l'Occident, Europe, États-Unis, Japon étant une pièce rapportée de l'Occident, bizarrement, dominait le fonctionnement de la planète, que tout d'un coup, on a vu émerger des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil. Ceux qui l'ont vu le premier, c'est assez drôle, c'est la banque Goldman Sachs qui a inventé l'acronyme BRICS. BRIC. Ensuite, on a rajouté l'Afrique du Sud, South Africa, donc c'est devenu BRICS. Donc Brésil, Russie, Inde et Chine. Les pays émergents, en fait, c'était devenu un concept d'investisseurs, et c'est devenu une réalité politique pendant un moment. C'est-à-dire que les BRICS se sont pris au jeu d'un concept inventé et développé, et d'un acronyme inventé par une banque d'affaires américaine. C'est quand même assez paradoxal, mais ça correspondait à une nouvelle réalité du monde dans laquelle le centre de gravité de la planète était en train de bouger. Et cette incapacité que nous avons de voir ces changements, ces bascules d'époque, je vous en ai cité 3 qui sont des époques majeures que j'ai vécues, moi, dans une vie professionnelle normale. Je ne suis pas centenaire, mais voilà, on a 3 époques distinctes que à chaque fois personne n'a vu venir. Or, pourtant, les indicateurs sont là. Par exemple, c'est assez intéressant et c'est totalement absent du débat politique français, par exemple. Imaginez qu'en 1870, les 3 principales puissances économiques mondiales, c'était le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. 3 pays européens. Un siècle plus tard, en 1973, États-Unis, Japon, Allemagne. Il n'y a déjà plus qu'un seul Européen. 2010, donc aujourd'hui, États-Unis, Chine, Japon. Et les projections pour 2030, c'est Chine, États-Unis, Inde. C'est-à-dire que les pays européens pris individuellement, alors si l'Union européenne était un bloc fédéral, le classement serait différent. Mais les pays européens ne sont plus aujourd'hui dans le top 3 d'une économie dont ils étaient les maîtres un siècle auparavant. Et vous avez 2 pays asiatiques sur 3 dans les 3 premiers, et l'Inde remplaçant le Japon, vous avez effectivement ce centre de gravité qui s'est déplacé. Mais ça, ce sont des choses qui sont des chiffres, des statistiques qui sont à la disposition de n'importe qui consulte le site de la Banque mondiale. Ça ne fait pas partie du débat politique dans nos pays, ni aux États-Unis, ni en Europe. Et pourtant, c'est la clé pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et en fait, nous souffrons, je pense, d'une incapacité à nous projeter dans la tête des autres. Alors moi, c'est un peu mon dada depuis que j'ai lu un livre il y a 2-3 ans d'un intellectuel indien qui s'appelle Pankaj Mishra, dont je vous recommande la lecture. C'est pas traduit en français, c'est en anglais. Et Pankaj Mishra a écrit un livre qui s'appelle From the Ruins of Empire, sur les ruines de l'Empire, et qui est une histoire de la fin du 19e siècle et du début du 20e à travers le regard de 3 personnalités du côté perdant, c'est-à-dire de ceux qui résistaient à la poussée colonialiste en Asie et au Moyen-Orient et en Afrique. Et les 3 personnages dont il parle ont été des personnages incroyables qui ont été des intellectuels et des activistes, comme on ne disait pas à l'époque, de leur époque, mais que notre histoire n'a pas retenu, parce que l'histoire est écrite, comme on le sait bien, par les vainqueurs et pas par les perdants.
Et la lecture de ce livre, elle est troublante parce que on vous parle d'un monde, d'événements, de lieux qui sont familiers. On connaît l'histoire de la fin du 19e et du début du 20e, mais à travers un regard totalement décentré, qui n'est pas celui de nos livres d'histoire, qui n'est pas celui de l'histoire dominante. Et ça, c'est un exercice qui me semble absolument capital, de pouvoir comprendre ce qui se passe de l'autre côté, dans la tête de ceux qui sont de l'autre côté. Dans le film dont je parlais tout à l'heure, cette série sur le Vietnam, il y a quelque chose de remarquable, c'est qu'ils ont interrogé des témoins de l'époque, des acteurs militaires, diplomatiques, politiques, etc., mais de tous les côtés, c'est-à-dire des Américains, des Nord-Vietnamiens, des Viet-Cong, des Sud-Vietnamiens, donc des gens qui se sont combattus et qui aujourd'hui, 40 ans après, sont capables d'analyser avec le recul ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à leur pays, à leur région, à ce conflit, et dans quel état ils sont aujourd'hui en regardant ce passé. Mais qui a fait ce travail il y a 40 ans? Qui a essayé de comprendre je vous disais tout à l'heure que cet ancien responsable du Pentagone disait on voyait tout ça à travers le regard de la guerre froide. Qui a essayé de comprendre pourquoi les Vietnamiens se battaient. Et dans le film, il y a la deuxième personne qui apparaît à l'écran dans le premier épisode. C'est un ancien soldat nord-vietnamien qui s'appelle Bao Ninh et qui a écrit un roman sur sa guerre. Et moi, il se trouve que ce roman, je suis tombé dessus par hasard à Saigon, à Ho Chi Minh Ville. Il y a un gamin qui vendait une édition pirate photocopiée, et pour $1, on pouvait avoir ce roman en anglais, et qui vendait aux touristes. Et ce livre a été un choc parce que notre imaginaire sur la guerre du Vietnam, il a été façonné par les films américains, par Voyage au bout de l'enfer ou Apocalypse Now, qui sont les grands classiques qui ont forgé l'imaginaire collectif sur le Vietnam. Mais personne n'est allé voir ou comprendre comment un soldat nord-vietnamien racontait sa guerre. Et cet homme, Bao Ninh, dit certaines des choses les plus intelligentes de cette série qui était sur Arte, et que personne n'a tenté d'entendre ou de comprendre précédemment. Et cet exercice, il est salutaire, y compris aujourd'hui. Pankaj Mishra, il y a 10 jours, faisait un podcast avec un think tank basé à Londres qui s'appelle the European Council on Foreign Relations, ECFR. Vous connaissez peut-être, qui a un bureau à Paris, qui est un des think tanks intéressants qui produit pas mal de réflexions. Et le patron de ce think tank, Mark Leonard, a fait une série de podcasts qu'il a intitulé La fin du monde. C'est-à-dire la fin du monde de démocratie libérale dominante dans lequel nous avons vécu pendant très longtemps. Et donc il a interrogé un certain nombre de personnes pour comprendre ce qui est en train de se passer et essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir. Et Pankaj Mishra était un de ses invités, donc si ça vous intéresse, allez sur le site de l'ECFR, vous cherchez les podcasts de Mark Leonard, et en particulier celui avec Pankaj Mishra. C'est absolument fascinant parce qu'il vous décrit le monde vu par un intellectuel indien et non pas par un penseur français, britannique, allemand, européocentré. Et il explique très bien à quoi ressemble le monde aujourd'hui, et que le monde vu par un membre de la classe moyenne londonienne, puisque c'est l'exemple qu'il donne, peut sembler aujourd'hui inquiétant, déprimant, plein de menaces et de peurs, parce que ce membre de la classe moyenne britannique faisait partie de la classe dominante du monde pendant le siècle et demi qui vient de s'écouler. Mais il expliquait que si vous étiez un membre de la classe moyenne émergente de Shanghai, évidemment vous voyez le monde différemment. Peut-être que vous n'êtes pas très content de certaines choses du système dans lequel vous vivez,
mais vous avez le sentiment que votre pays est vit un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'il retrouve la place centrale qu'il occupait il y a un siècle et demi avant la confrontation avec l'Occident. Et que, quelles que soient les réserves, et Pankaj Mishra en a beaucoup sur la nature autoritaire des régimes, sur l'absence de liberté, d'état de droit, etc., le regard que porte un membre de la classe moyenne de Shanghai sur le monde d'aujourd'hui, il est plein d'optimisme et il est plein d'espoir de voir sa vie et celle de sa famille et celle de ses enfants prospérer dans un monde dans lequel il a retrouvé une place qu'il estime être sa juste place, puisque c'est l'Empire du Milieu, donc qui était la puissance économique majeure jusqu'au milieu du 19e. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre aujourd'hui, parce que si on reste dans cette idée que l'Europe reste le centre du monde et que nous sommes l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passe sur la planète, on commet une erreur assez considérable à tout point de vue, parce que on ne comprend pas, et moi je suis vraiment sidéré depuis ce matin, si vous écoutez les commentaires sur la fusion Siemens-Alstom. Alors dans les articles, dans le Monde ou dans les Échos, vous aurez l'explication qu'il y a un géant chinois qui est en train aujourd'hui de dominer le marché des TGV et des chemins de fer dans le monde, parce qu'il y a une sorte de rouleau compresseur qui avance et que la Chine a cet effet de taille qui lui permet, une fois qu'elle a construit ces géants, de partir à l'assaut. Mais si vous regardez de manière rationnelle tout ça, vous savez qu'Alstom tout seul est mort dans les 5 ans s'il n'y a pas un regroupement des forces au niveau européen. Or, écoutez les commentaires politiques qui ont accompagné cette fusion. Tout le monde est là à vouloir marquer des points, accuser le gouvernement de brader l'industrie, les autres... bref, personne ne prend en compte et n'intègre dans son raisonnement l'état géopolitique et économique de la planète d'aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose qui est une faiblesse de notre univers, parce qu'on vit dans une bulle européocentrée, et que très rares sont les moments où perce l'écho du reste du monde. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était même dans une bulle franco-centrée. Elle s'est un petit peu élargie au cours des derniers mois, et on voit bien que de nouveau, on se met à penser Europe et pas simplement en France. Mais je pense qu'on est dans cette vision déformée du monde qui nous empêche de comprendre ce qui nous arrive et ce qui arrive à la planète, ce qui est extrêmement anxiogène. Moi, j'ai écrit ce livre pour... peut-être parce que j'ai vécu à l'étranger une bonne partie de ma vie, que j'ai eu la chance de vivre dans des zones qui ont connu des tournants historiques forts. J'ai vécu en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, et j'ai vu la bascule de ce monde-là. J'ai vécu au Moyen-Orient, à Jérusalem, au moment où il y a eu la seule tentative de paix, qui était les accords d'Oslo au milieu des années 90. Et donc, voilà, il s'est passé des choses lourdes, et j'ai vécu en Chine l'émergence de ce pays absolument colossal, avec toutes ces contradictions et l'émergence de ce modèle improbable auquel personne ne croyait, qui est de garder un système autoritaire et de réussir une croissance fulgurante sur le plan économique. La doxa des années 2000, c'était que le développement de la Chine allait automatiquement entraîner la libéralisation du régime, puisqu'on ne pouvait pas diriger une économie moderne avec un parti unique et museler la presse, etc. Ils ont fait la preuve que non seulement c'est possible, mais en ce moment ils sont même en train de faire la preuve qu'on peut même durcir le système par rapport au début des années 2000. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas, et que
et moi, il me semblait, j'ai écrit ce livre avant, qui est sorti juste avant les élections. Je sais bien qu'un livre, un livre de journaliste en période électorale, ça pèse pas très lourd, mais petite tentative d'alerter sur le fait qu'on était confronté à 3 rendez-vous importants dans notre pays que nous n'étions pas bien préparés à affronter. Le premier, c'était le rapport de la France au monde, et on voit bien que ce rapport a beaucoup posé problème, qu'il y a eu un repli sur nous-mêmes au cours des 10 dernières années de nature presque névrotique. Le deuxième, c'est le rapport à la technologie. On vit une époque de bouleversement, je vais dire des banalités, mais de bouleversement technologique qui balaye tout sur son passage. Si vous voulez vous faire peur, lisez Homo Deus, le livre de Yuval Harari, cet historien israélien. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il était à Paris la semaine dernière. Ce livre, donc Yuval Harari a publié il y a quelques années un best-seller mondial qui s'appelait Sapiens, qui était une histoire du passé, une histoire de l'humanité. Le sous-titre, c'était une brève histoire de l'humanité. Et là, il a essayé de se projeter dans l'avenir. Donc, Homo Deus, sa thèse, et c'est quelqu'un qui a croisé toutes les sciences et le savoir actuel en intelligence artificielle, biotechnologie, philosophie, et qui les pousse à l'extrême. Et sa vision de l'avenir sur 100 ans, 150 ans, 200 ans, c'est que la prochaine étape de l'humanité, c'est de quitter les rivages de l'Homo sapiens et d'aller vers l'Homo Deus, c'est-à-dire que l'homme va tenter de devenir Dieu, de prendre sur soi sa transformation, et dans sa vision, qui est de l'ordre du possible et non pas du certain, il explique qu'il y a une élite, une petite élite qui va fusionner avec la machine et qui va se doter de pouvoirs supérieurs et qui va traiter le reste de l'humanité comme nous traitons les vaches aujourd'hui. C'est écrit noir sur blanc comme ça. Et c'est étayé par les connaissances technologiques, scientifiques, philosophiques actuelles. Et ce qu'il dit qui est un défi intellectuel majeur pour tout le monde, c'est que ceux qui contrôleront ces technologies, les quelques rares pays qui contrôleront ces technologies, vont créer un fossé avec le reste de l'humanité tel qu'il ne sera jamais rattrapé. Il explique que par exemple, quand il y a eu la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre, en un siècle, le monde entier a rejoint la révolution industrielle. Il n'y a plus un pays au monde qui n'ait pas peu ou prou les capacités d'être dans la révolution industrielle. Là, on parle d'un saut tel que, c'est en tout cas sa thèse, le reste du monde sera vassalisé parce qu'il n'arrivera jamais à rattraper l'avancée qui sera produite par quelques-uns. Et le jour où il était à Paris, j'ai animé un débat avec lui pour le lancement de son livre, et c'était à la fois terrifiant et passionnant. Poutine a fait une déclaration en disant le pays qui contrôlera l'intelligence artificielle dominera le monde. Alors Poutine raisonne en termes de domination, etc. Mais voilà, l'intelligence artificielle n'est pas que pour nous aider à mieux acheter sur Amazon, c'est aussi un instrument de domination géopolitique de la planète. Et on sait qu'aujourd'hui, les 2 pays qui investissent le plus en intelligence artificielle, c'est les États-Unis et la Chine, comme par hasard, les 2 puissances dominantes dans ce qu'on peut imaginer du XXIe siècle. Et c'est pour ça que quand vous entrez dans cet univers de données qui arrivent un peu pêle-mêle et qui sont difficiles à organiser et à codifier et à rationaliser,
vous vous dites que voilà, on passe régulièrement à côté de certains des gros enjeux de notre époque. Moi, j'ai créé Rue 89 en 2007 sur une intuition qui était que voilà, la presse avait cogné un mur, la presse papier traditionnelle avait cogné un mur qu'on ne comprenait pas encore très bien. Il se trouve que j'étais à Libération et que Libération a plongé dans la crise en 2006. On ne comprenait pas ce que c'était à l'époque. Personne ne parlait de la crise de la presse dont on parle aujourd'hui, qui est un changement de modèle économique, un changement de technologie, un changement d'époque plus globalement. À l'époque, c'était Rothschild qui était l'actionnaire principal de Libération. Il était fou de rage parce qu'il avait investi l'année précédente dans Libération et il pensait qu'il s'était fait avoir, qu'il avait acheté une Rolls avec un moteur de 2 chevaux et que tout d'un coup il se retrouvait avec un journal qui ne valait plus rien. Sauf que 3 ans après, c'est Le Monde qui était en faillite et qui devait se vendre. C'est-à-dire que ça a balayé l'intégralité de la presse. Aux États-Unis, il y a eu des fermetures de journaux. Le nombre de journalistes a baissé de quasiment 1/3 aux États-Unis. En France, pour la première fois depuis 3 ans, le nombre de journalistes baisse en France. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et 3 années consécutives de baisse, modeste, mais de baisse. Et donc, en 2007, quand on s'est retrouvé dans cette crise, on est parti à quelques-uns de Libération en se disant c'est sur Internet que viendra qu'on peut rebondir, qu'on peut trouver notre salut. Et je dois dire que la plupart de mes collègues nous disaient mais vous êtes complètement cinglés, Internet ça va pour les ados sur Skyblog, c'était le grand truc à l'époque, c'était les Skyblogs, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont eu, mais c'était pas un truc de gens sérieux, Internet. Et voilà, aujourd'hui évidemment, pareil que c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur la Chine, aujourd'hui personne de sensé ne pourrait répéter une phrase pareille aujourd'hui, et ce qu'on a compris, qu'on n'avait pas compris, même nous en 2007 quand on a créé Rue 89, on pensait qu'on était au top de la modernité, qu'on avait créé le site du 21e siècle qui allait être présent pour l'éternité avec un coup d'avance énorme. On s'est lancé en mai 2007. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2007? L'iPhone est sorti, le premier iPhone. C'est-à-dire que 1 mois après nos débuts, arrive un instrument qui est, comme disent les Américains, un game changer, c'est-à-dire quelque chose qui change la donne et qui fait qu'aujourd'hui, la moitié, 50% des consultations d'informations passent par le smartphone et non pas par ordinateur. Et donc, ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, parce on raisonnait ancien monde, qui était voilà, un journal vieilli, on crée une nouvelle formule et on est tranquille pour 5 ans jusqu'au moment où on va refaire une nouvelle formule, on va moderniser la maquette, changer la police de caractère, mettre des photos plus grandes. Voilà. C'est pas ça qui se passe. C'est que vous êtes en permanence dans la remise en cause de tous vos modèles, de tout ce en quoi vous croyez, et parce que voilà, la machine à innovation s'est emballée et que en 2007 il n'y avait ni iPhone. Facebook, c'était encore un site pour draguer sur les facs américaines. Aujourd'hui, c'est le premier point d'entrée dans l'univers de l'information. C'est 70% des Américains qui accèdent à l'information par Facebook. En France, c'est un peu moins, mais il y a 27 millions de comptes en France. Donc c'est quelque chose d'absolument colossal. Et puis, Twitter existait à peine. Enfin bref, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui au cœur de la circulation de l'information et qui n'existaient pas quand nous nous sommes lancés. Donc, si vous êtes dans cette idée que le monde est immuable, que de temps en temps, il faut faire un petit coup de peinture pour s'adapter, vous êtes mort très vite. Et Yuval Harari disait, et ça vous concerne directement, disait l'autre jour quelque chose qu'on entend ça heureusement régulièrement, mais qui est de ça, qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui quand on a 20 ans en sachant que tout ce qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles sera obsolète dans 20 ans. Et donc comment
comment s'adapter, comment penser l'éducation, comment penser nos formations, comment penser nos carrières ou nos métiers ou notre vie quand on est dans un monde qu'on est incapable de prévoir. Parce qu'il faut quand même savoir que personne de sérieux aujourd'hui n'est capable de dire où en sera le monde dans 10 ans. 10 ans, c'est rien. Et ça, c'est quand même... c'est à la fois hyper excitant, si on est ouvert sur le monde et optimiste dans la vie, parce que voilà, je trouve ça assez excitant de se dire que, d'une certaine manière, beaucoup de choses sont possibles et que rien n'est véritablement totalement écrit. Donc il y a des aventures à créer, il y a des vies à imaginer. Et en même temps, évidemment, c'est anxiogène de se dire je vais peut-être faire un métier qui va disparaître et qui va être remplacé par un robot dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que des métiers qui semblaient impossibles à remplacer. Le premier métier menacé aux États-Unis aujourd'hui, qui est le premier secteur d'emploi aux États-Unis, c'est conducteur, chauffeur de camion. C'est le premier métier aux États-Unis, c'est incroyable. Alors c'est la taille du pays, c'est voilà, on n'a pas exactement la même structure en Europe, mais tout le monde sait que dans les 5 ans, en gros, 90% des camions, il y aura peut-être le dernier kilomètre qui restera humain, 90% des chauffeurs de camions n'auront plus de boulot. Voilà. Qu'est-ce que vous faites d'un chauffeur de camion de 45 ans qui perd son emploi? C'est une question absolument vitale, mais qui se pose sur d'autres métiers chez nous. Bref, je termine parce que je voudrais échanger aussi avec vous. Mais je disais, il y avait 3 rendez-vous qu'avait la France. Et le premier, c'était donc le rendez-vous avec le monde. Le deuxième, c'est avec la technologie. Et le troisième, c'est le rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre société. Et ces 10 dernières années, il m'a semblé que notre société était totalement malade de sa transformation, mal assumée, mal vécue, mal digérée, et qu'on risquait de devenir fou de ces questions qui, évidemment, sont étroitement liées aussi à la transformation du monde. Mais voilà, le fait d'avoir laissé pourrir des situations de ghetto, des situations d'exclusion géographique, ethnique, sociale, à la sortie des villes, etc. Tout ça se paye. Je raconte dans le livre que moi, j'étais naïvement persuadé après les émeutes de 2005 que la prise de conscience était faite et qu'on allait prendre ce problème à bras-le-corps. Et je cite les évaluations qui ont été faites pour le 10e anniversaire de ces émeutes de 2005, donc en 2015, où tout le monde a dû constater qu'effectivement, on avait, je ne dis pas rien fait parce que ça serait malhonnête, mais qu'en tout cas, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour s'adresser, c'est un anglicisme, pour confronter, se prendre à bras-le-corps un des problèmes majeurs de notre société. Et donc voilà, ces 3 rendez-vous-là, si on les prend pas de front, on le payera par une marginalisation de notre pays sur la surface de la Terre. Alors, j'avoue que je suis assez réjoui de voir que le Brexit plus Trump ont réveillé l'Europe, ont réveillé ce sentiment qui va être compliqué à mettre en œuvre et qui n'est pas gagné, mais que la bonne échelle pour traiter les problèmes aujourd'hui n'est pas le niveau national. Et que dans un monde où, par exemple, les GAFA, les Google, Apple, etc., sont plus puissants que les États. Il y avait une page entière dans le New York Times il y a quelques jours sur la diplomatie de Facebook. Facebook a un véritable corps diplomatique qui traite avec des pays, et donner l'exemple du Vietnam, et Facebook traite avec des États de la même manière qu'un État souverain traite avec ses États.
Et personne ne me fera croire que la France toute seule, même l'Allemagne toute seule ou l'Italie toute seule sont de taille aujourd'hui à faire face à Facebook, à Google ou à Apple. Le bon niveau, c'est évidemment le niveau européen, et on l'a vu avec Madame Vestager, la commissaire à la concurrence, qui a imposé cette amende de 14 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, l'année dernière à Apple. Et aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer au niveau de la fiscalité, etc. Donc ça, je suis content de voir personnellement, ça c'est une opinion, on n'est pas obligé de la partager, mais que c'est un domaine dans lequel ça a bougé. Sur la technologie aussi, ça a bougé, la prise de conscience avance, et je pense que de plus en plus de gens comprennent qu'on n'est pas simplement en train de vivre une modernisation de nos outils, que voilà, avant, le progrès c'était une voiture qui marchait mieux. Aujourd'hui, on change de monde, on ne change pas d'amélioration de la technologie. Et puis le troisième, qui est plus problématique, est celui de notre société, et là, on a bien vu pendant les élections que c'était voilà, les fractures à l'intérieur de notre société étaient béantes, et on a encore du chemin à faire avant de le régler. Juste un tout petit mot, parce que je suis aussi président de Reporters sans frontières, et c'est vrai que l'enjeu de l'information, il est absolument colossal aujourd'hui, parce qu'on est dans une période de régression très forte, à la fois dans un certain nombre de pays qui ont vécu des resurgences d'autoritarisme, et le monde de l'information est le premier à en être victime. C'est une sorte de baromètre de la démocratie. En ce moment, évidemment, la Turquie est le pays le plus dramatique de ce point de vue-là. C'est la plus grande prison de journalistes au monde aujourd'hui, 160 journalistes en prison. On a heureusement réussi à faire sortir ce journaliste français, Lou Bureau, qui était emprisonné. Mais y compris au sein de l'Union européenne, Hongrie, Pologne sont deux pays qui aujourd'hui posent des problèmes insurmontables, parce qu'on ne sait pas comment les traiter à l'intérieur d'un club dont les règles ne sont plus respectées. Mais voilà, il y a une tendance lourde à faire haro sur les journalistes, haro sur la presse, et la presse a énormément de responsabilités dans son propre discrédit, c'est incontestable, et je pense que dans le regard que portent nos concitoyens ou les citoyens sur le monde de la presse, qui se reflète dans les sondages qui montrent une absence de confiance, il y a le fait que la presse est perçue, les journalistes sont perçus aujourd'hui comme étant passés du côté de l'élite politico-administrative, économique qui dirige le pays. Ce qui n'est évidemment pas le rôle et la place que devraient avoir les journalistes dans l'imaginaire collectif du Watergate et de toute la mythologie qui accompagne la presse. Mais penser qu'on serait dans un monde meilleur sans journalistes, c'est une illusion absolue, parce que c'est se priver de la possibilité de prendre des décisions sur une base saine et factuelle, et que le journalisme, ça reste des règles professionnelles et éthiques qui, même si elles ne sont pas toujours respectées, sont encore plus valables aujourd'hui quand tout le monde prend la parole sur Internet qu'elles l'étaient autrefois. Et donc le combat, il est double, il est à la fois contre les menaces traditionnelles, contre la liberté de la presse que peuvent faire peser les dictatures, mais il est aussi dans la nécessité de regagner la confiance des citoyens, et ça c'est un enjeu encore plus complexe dans nos sociétés. Merci. Alors, merci beaucoup Pierre Aski pour cette première conférence de l'année. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Enfin, bonsoir du coup.
Déjà, je voulais vous remercier donc, pour la conférence. Moi, j'ai une question qui est assez rapide, c'est sur l'une des dernières choses que vous venez de dire. Vous parliez du coup de l'imaginaire des gens et d'un petit peu tout le monde sur le rôle des journalistes et leur position, on va dire, dans la société actuellement, où vous disiez que les gens pensaient que les journalistes étaient passés donc, du côté de l'élite politique et que ça ne devait pas être leur rôle donc, dans la tête des gens. Et donc, moi, en prenant un exemple tout bête, j'aimerais savoir si vous ne pensez pas que c'est quand même un peu une réalité, surtout dans nos sociétés, en prenant l'exemple de l'organisation qui s'appelle Le Cercle, par exemple, en France, et qui rassemble, c'est quelque chose qui est en train d'être un petit peu mis à découvert, on va dire, ces derniers mois, ces dernières années, et qui rassemble un petit peu chaque année les représentants de l'élite politique et de l'élite médiatique, justement, autour de même table sur les sujets de société. Qu'au sein de la presse, il y a des gens qui participent à cette élite politique et économique et administrative, et qu'il y ait des lieux comme celui-là, mais il y en a d'autres, qui coordonnent des gens, etc. C'est évidemment incontestable. Et je pense que, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons dans ce discrédit de la presse, et que la presse a un travail à faire sur elle-même. Après, je pense qu'il y a énormément de fantasmes sur le complotisme qui ferait que toute la presse suit des instructions ou des mots d'ordre ou des consignes qui viendraient d'officines ou de clubs secrets, etc. La réalité, elle est quand même beaucoup plus prosaïque que ça. C'est que vous avez eu depuis 20-30 ans une sorte d'uniformisation sociologique du recrutement des journalistes, qui sont tous passés par les mêmes écoles et ont la même formation intellectuelle, et que ça produit globalement une uniformisation de la presse. Je pense que vous n'avez pas besoin, en tout cas personnellement, en 40 ans de journalisme, je n'ai jamais vu, et j'ai été chef de service, directeur adjoint de la rédaction, enfin j'ai occupé des postes de responsabilité, j'ai été patron d'un média pendant 10 ans ces dernières années. Je n'ai jamais vu l'impact direct de cercles comme celui que vous décrivez, c'est-à-dire que ce qui peut se passer dans ces rencontres n'a pas une traduction directe sur le travail des journalistes. La réalité, elle est pire que ça. C'est-à-dire que le travail des journalistes, c'est uniformisé par lui-même. C'est-à-dire que il n'y a même pas eu besoin de donner des ordres et de les fouetter pour que les journalistes deviennent une sorte de relais d'une sorte de pensée dominante. C'est ce qui s'est passé depuis les 20 dernières années. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop fantasmer, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des journaux, vous pouvez avoir Xavier Niel ou Vincent Bolloré comme propriétaires. Vous avez partout des gens qui font honnêtement leur travail, qui ont la marge de manœuvre et l'espace de liberté pour le faire honnêtement. Et quand ça se passe mal, et on l'a vu à iTélé, vous avez une révolte des journalistes, et vous avez 100 journalistes qui décident de partir d'un média parce qu'un propriétaire se comporte mal et décide d'imposer des choses à une rédaction. Il y a un sentiment d'indépendance qui reste fort chez les journalistes, et qui fait que même s'il y a les travers que je décris, c'est-à-dire cette uniformisation de la pensée de la majorité des journalistes dans ce pays, ou pas seulement dans ce pays d'ailleurs, on est aussi face à des individus qui sont des individus, des personnalités, et qui ont un sens aussi de leur métier et de l'indépendance. Donc la situation est quand même beaucoup plus contrastée qu'un grand complot qui ferait que la presse ne parle que d'une voix, etc. Je pense que, par exemple, l'un des moments, je trouve, clés dans notre époque politique récente, c'est le référendum de 2005 sur l'Europe. Et effectivement, 90% de la presse était pour le oui. Et la campagne du non, elle s'est faite sur Internet, sur un blog d'un économiste de Marseille, Étienne Chouard,
et que personne ne l'a vu venir parce qu'elle était, à l'époque, Internet était encore une sorte de monde underground que la grande presse ne voyait pas ou ne regardait pas. Et là, on a le signe de cette uniformisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin d'une consigne qui vienne d'où que ce soit pour dire aux journaux de voter oui. Moi j'étais à Libération, Serge July, qui était le patron de Libération à l'époque, était naturellement pour le oui parce que il appartenait à cette élite parisienne pour qui l'Europe était l'horizon indépassable de l'avenir de la France. Et il ne comprenait pas, et il n'a pas compris. Moi je me souviens de sa tête quand le non a gagné. Il ne comprenait pas pourquoi le non l'avait emporté, et beaucoup de gens ont eu ce choc de la même manière. Donc voilà, moi je ne crois pas au grand complot. La vie est en général plus simple que ça. Bonjour, ici Marie Gomer en B3. Au tout début de votre intervention, vous avez parlé de l'Europe et notamment de son égocentrisme en termes de vision qui se prenait comme le centre du monde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au vu de la position de la Chine actuelle et de son regard sur le monde, de se penser comme l'empire du milieu, est-ce qu'elle ne va pas refaire la même chose et ne pas prendre en compte les particularismes qui existent actuellement? Je pense que l'Europe, elle a construit l'espace aujourd'hui le plus démocratique du monde, où les règles environnementales sont les plus avancées, où la protection sociale est la plus développée au monde. Si vous analysez bien la planète, il n'y a pas beaucoup d'équivalents, il n'y a pas d'autres équivalents. Les États-Unis sont plus riches, ont beaucoup d'atouts, mais la protection sociale c'est zéro, l'environnement c'est pas génial, etc. Enfin bref, l'Europe a ses atouts d'avoir construit un univers qui se pensait. En gros, on se disait, je pense, l'idée dominante il y a 15-20 ans, c'était, voilà, on construit un monde parfait, vertueux, de liberté, d'environnement, etc., de protection sociale, etc. Et le reste du monde va nous rattraper et va suivre notre exemple et effectivement, moi, quand j'étais en Chine, par exemple, les Chinois copiaient les normes environnementales automobiles européennes pour leurs propres automobiles en disant voilà, c'est la direction dans laquelle il faut aller. Et donc il y avait ce côté où effectivement l'Europe pouvait penser qu'elle était un exemple pour le reste du monde. Aujourd'hui, on a la Chine par exemple, puisque c'est la puissance la plus avancée aujourd'hui, elle ne vit plus son rapport à l'Europe comme ça. Elle se considère comme un monde intégral. D'ailleurs, c'est un pays-continent, donc il y a la taille suffisante pour être elle-même émettrice de normes. Et donc, la question se pose pour l'Europe, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée une forteresse qui, en gros, va protéger notre petit monde propre et vertueux et socialement avancé dans un monde qui le sera de moins en moins? Ou est-ce que on essaye de construire quelque chose qui, effectivement, garantira la survie de ce modèle, mais dans une interaction avec le reste du monde pour essayer de faire avancer les choses. Le pire, ça serait de laisser se déliter ce qu'on a construit, parce que c'est ce qui est en train de se passer, dans la mesure où les rapports de force internationaux sont aujourd'hui en défaveur de l'Europe. L'Europe, elle est marginalisée, il n'y a pas un géant technologique qui sort d'Europe, il n'y a pas... il y a un certain nombre de faiblesses européennes aujourd'hui qui font que le monde de demain, il va être décidé par la Chine et par les États-Unis. Je vous donne un tout petit exemple qui est intéressant. Quand j'étais en Chine, il y a eu l'introduction de la 3G dans la téléphonie. Aujourd'hui, on en est à la 4G, mais il y a eu l'introduction de la 3G. Il se trouve que la 2G, donc la génération d'avant, il y avait deux normes. Il y avait une norme européenne et une norme américaine. Et les Chinois ont créé une norme chinoise. Et donc,
qui n'intéressait pas le reste du monde. Elle n'existait qu'en Chine. Et donc j'avais été voir, il y avait un représentant de France Télécom à Pékin, j'avais été le voir et je lui ai demandé mais pourquoi ils font ça, quel est l'intérêt de créer une norme qui complique leur propre téléphonie, puisqu'ils avaient un opérateur qui était avec la norme européenne, un opérateur avec la norme américaine et un opérateur avec la norme chinoise. Et il me dit, détrompez-vous, ils sont loin d'être fous, ils mettent un pied dans la porte. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement absents lorsque les premières normes sont apparues. À la 3G, ils n'étaient pas encore prêts, mais ils ont mis un pied dans la porte. Et aujourd'hui, la 5G qui est en cours d'élaboration et de discussion sur le plan international, eh ben, il n'y a plus les Européens. Elle se décide entre Américains et Chinois. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 ans, les Chinois, qui n'étaient pas une puissance technologique il y a 15 ans, ont réussi à rentrer dans ce monde des puissances technologiques et à être aujourd'hui avec les Américains autour de la table qui décident des normes de demain. Et donc si l'Europe reste ballottée par les vents du monde comme elle l'est depuis 4-5 ans, elle devra, en gros, elle sera vassalisée par ceux qui définissent les normes. C'est comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas, si vous ne définissez pas les normes, vous n'êtes plus dans l'innovation et vous n'avez plus la capacité d'être porteur de nouveaux modèles. Et c'est ce qui nous menace aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que moi je reste fondamentalement très attaché à l'idée européenne, parce que je pense, d'une part, c'est la bonne échelle, et deuxièmement, on voit bien que l'effondrement de l'Europe, c'est aussi le retour des populismes, des nationalismes et de tout ce qu'on n'a pas envie de voir, et que l'histoire nous a appris, si tant est qu'on apprenne quelque chose de l'histoire. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question un peu plus globale. Donc vous avez mentionné le fait qu'on sortait progressivement d'un monde qui était dominé par le modèle de la démocratie libérale, qui, on pourrait le penser, est caractérisé par un pluralisme médiatique, une diversité des supports d'information, et que parallèlement, d'un autre côté, on remarquait un essor de médias alternatifs, et là je pense notamment à R89, qui privilégie un format un peu différent, plus participatif, et qui démocratise le journalisme et le rend plus citoyen. Et ma question, c'était, est-ce que vous pensez que ces deux tendances sont compatibles, ou du moins comment elles interagissent entre elles? Parce que d'un côté, on pourrait penser que ces nouveaux outils d'information seraient une arme de résistance contre ces dictatures et pouvant éventuellement les freiner à terme, ou d'un autre côté, ces régimes autoritaires vont finalement museler encore plus les médias. Et du coup, je voulais savoir, selon vous, quel scénario serait le plus envisageable? Merci beaucoup. Vaste question. Alors, vous avez raison, il y a ces deux tendances aujourd'hui, parce que d'un côté, on voit très bien... vous savez, la Chine, parce que je parle beaucoup de la Chine, mais j'ai vécu et j'ai même écrit un bouquin sur Internet en Chine. La Chine, la question d'Internet est extrêmement intéressante. Moi, j'étais en Chine en 97. Je me souviens, j'avais accompagné une visite de Chirac en Chine. Et à Shanghai, à ma grande surprise, il y avait partout des panneaux en incitant les gens à ouvrir des comptes sur Internet. Et je me disais, mais ils sont fous, c'est une technologie qui va permettre la diffusion de l'information et qui va les conduire ce régime à sa perte. Ils sont totalement naïfs, etc. C'est moi qui étais naïf parce que ils ont compris, et ça c'est cette intelligence incroyable qu'ils ont eue, ils ont compris que c'était le secteur clé qui allait assurer leur développement économique et qui a permis effectivement en l'espace de 10 ans de faire émerger des sociétés comme Huawei, équipementier télécom, qui a tué Alcatel. Si Alcatel est mort, mais il n'y a pas qu'Alcatel, il y a aussi Nortel au Canada, etc., qui ont pris de plein fouet la concurrence chinoise. Ça a permis de créer des sociétés comme Huawei,
Huawei, comme aujourd'hui ils sont en train de rafler les premières positions sur la vente de smartphones, etc. Bref, ils ont compris que la modernisation de l'économie chinoise passait par là. Et ils ont compris en même temps qu'il fallait contrôler tout ça parce que c'était un possible vecteur d'idées qu'ils ne souhaitaient pas voir se répandre en Chine. Et donc depuis 15 ans, depuis 15-17 ans, vous avez une course de vitesse en Chine entre ceux qui veulent utiliser Internet comme un outil de liberté et ceux qui veulent contrôler. Liu Xiaobo, le dissident chinois qui est mort il y a quelques mois, avait dit Internet c'est un don de Dieu. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, vous aviez la possibilité de vous exprimer, d'être lu aux quatre coins du pays, de communiquer avec des gens, ce qui était totalement impossible. Et effectivement, les Chinois, y compris aujourd'hui où ça s'est beaucoup resserré, ont accès à plus d'informations et plus d'échanges que jamais en 5000 ans d'histoire. Donc ça a changé la société chinoise et ça l'a rendue plus complexe, ça rend la gestion par les autorités politiques beaucoup plus complexe, mais ils ont appris à le faire, ils ont appris à contrôler et ils ont appris à gérer une société mieux informée qu'autrefois. Ça c'est leur force. Donc les régimes autoritaires ont appris à domestiquer cet outil. Poutine a suivi l'exemple de la Chine, la Turquie suit l'exemple de la Chine. C'est un produit d'exportation chinois aujourd'hui, un modèle de contrôle autoritaire, qui s'accompagne en plus, il faut quand même le dire, d'une occupation du terrain Internet, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de mettre des verrous, ils ont créé un univers ludique, un univers d'information. Vous allez sur le site, le Quotidien du Peuple, c'est l'organe du Parti communiste chinois. Sur le papier, la version papier, c'est le pire journal au monde, c'est-à-dire il n'y a pas une photo, il n'y a que des textes gris sur des pages entières, etc. Et c'est lu par les cadres du parti qui ont obligation de les apprendre par cœur. Vous allez sur le site du Quotidien du Peuple, mais c'est le site le plus vivant de la Terre, avec des pop-up partout, des trucs qui clignotent, des jeux concours, des machins, etc. Et tous les jeunes vont sur le site du Quotidien du Peuple parce que c'est le meilleur site de Chine. Et c'est le paradoxe, c'est qu'ils ont compris aussi comment avoir une action positive et pas simplement négative. Et nous, on est dans cette situation où effectivement on doit se réinventer, notre modèle politique, notre modèle économique et notre modèle de médias. Alors E89 était une expérience et je pense qu'il y en aura d'autres, il y en a d'autres d'ailleurs depuis. Certaines ont réussi, certaines ont échoué. C'est le propre de notre époque aussi de tester, d'expérimenter, d'accepter l'échec parce que c'est pas grave. Et effectivement, la question qui se pose et qui est centrale et qui était celle qui a présidé à E89 il y a 10 ans, c'était on est dans une époque où les journalistes ont perdu le monopole de la parole puisque la technologie permet à tout le monde de s'exprimer. Et effectivement, vous avez un smartphone, vous devenez émetteur d'informations. Vous faites un tweet, vous êtes un émetteur d'informations. Ça ne fait pas pour autant de vous un journaliste. C'est-à-dire que le fait d'avoir témoigné sur ce qui se passe dans la rue et vous avez été témoin d'un truc, donner votre opinion, relayer un tweet de quelqu'un d'autre ou un post Facebook, etc., ne fait pas nécessairement de vous un journaliste. Parce que le journalisme répond à des règles de vérification, de hiérarchisation, de contextualisation, etc., de l'information, qui ne sont pas nécessairement celles du citoyen de base qui a un smartphone. Et les deux doivent apprendre à cohabiter. Et nous, c'était notre tentative, on avait appelé ça l'information à 3 voix, c'était de faire travailler ensemble journalistes, experts et internautes. Et de faire que l'origine de l'information importe peu, quelle que soit laquelle de ces 3 catégories. Ce qui était important, c'est qu'elle soit vérifiée. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Il est celui de la confiance. Aujourd'hui, on est dans un monde, on a beaucoup parlé ces derniers mois des fake news, de tout ce phénomène qui a des origines très diverses. Certaines sont à des motivations purement économiques. Par exemple, ça va nous entraîner très loin tout ça, mais après la campagne électorale américaine, le New York Times a fait une enquête sur une des fake news qui avait été le plus partagée sur Facebook.
qui était le fait qu'une secte sataniste soutenait Hillary Clinton. C'était assez croustillant comme titre, les satanistes pour Clinton. Voilà. Et ça avait été partagé mais des millions de fois. Et donc ils avaient remonté la piste et ils étaient tombés sur un étudiant qui n'était pas du tout pro-Trump, ni un agent de Moscou, ni quoi que ce soit, qui avait trouvé un moyen de gagner un peu d'argent. Donc il avait fait 4 ou 5 énormes fake news et il partageait les recettes publicitaires qui allaient avec. Et il avait gagné 20 000 $ pendant la campagne électorale, ce qui lui permettait de payer ses études. Voilà. Et là, tout d'un coup, vous découvrez un univers qui est assez hallucinant, c'est-à-dire que une partie de ce qui circule et de plus extravagant sur Internet n'est pas nécessairement des officines obscures, on parlait des complots tout à l'heure, il n'y a pas que des complots dans la vie, il y a aussi des gens qui trouvent une opportunité parce qu'ils ont compris comment marche le système. Je ne sais pas si vous avez vu, juste avant l'été, il y avait un très beau reportage dans Society sur les fermes de fake news, des usines de fake news en Macédoine. Alors, la Macédoine, c'est une ex-république yougoslave, et il se trouve qu'il y a une grosse population de développeurs qui travaillaient autrefois pour l'industrie des jeux vidéo. Puis cette industrie a dû trouver moins cher ailleurs et a déserté la Macédoine, et donc vous avez cette grosse population de développeurs qui s'est retrouvée au chômage. Et un petit malin a eu l'idée de créer ces sites de fake news. Alors heureusement c'est en anglais, donc on est moins concerné, on n'est pas inondé par ça, mais le monde, les sites anglo-saxons sont inondés par ces trucs-là, et évidemment ils se financent sur la publicité, donc ils inventent des trucs mais inimaginables pour générer du clic, du partage sur les réseaux sociaux et récupérer la pub. Et d'après le reportage de Society, ça doit bien rapporter parce qu'il y a des tas de Mercedes qui sont garés devant les usines en question. Donc ça, c'est une des dimensions de ce qui est en train de se passer. Si on ne rétablit pas la confiance, c'est-à-dire le fait que quand vous lisez une information, vous savez d'où elle vient, vous savez qui en est à l'origine, par quel processus de fabrication elle est passée, de la même manière que quand vous allez dans un supermarché et qu'il y a un label bio, vous savez, alors, les labels bio sont peut-être pas très fiables, mais en tout cas, vous avez la liste du contenu des produits, etc. Et cette confiance qu'on cherche quand on va au supermarché faire nos courses, il faut qu'on la retrouve dans l'univers de l'information. Et cette confiance, elle passera à la fois par la transparence, c'est-à-dire de pouvoir connaître l'origine des informations, et elle passera par la participation citoyenne, c'est-à-dire que le journalisme ne retrouvera jamais son piédestal et sa position dominante. Et c'est tant mieux, parce qu'il en a abusé, parce qu'il n'a pas su sans doute l'utiliser à bon escient. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas qu'il disparaisse. Et il faut que lorsque vous avez une information qui vous apparaît dans votre flux Facebook, vous sachiez distinguer entre la rumeur colportée par votre copain ou votre belle-sœur et l'enquête du New York Times qui a mobilisé 10 journalistes pendant 6 mois. C'est pas la même chose. Et donc tant qu'on n'est pas dans cette situation où effectivement vous savez distinguer, regardez le nombre de fois que des gens se font avoir par le Gorafi. C'est quand même extraordinaire. Il y a eu ça pendant la campagne électorale, vous vous souvenez peut-être, lorsque Macron est allé à Whirlpool. Les ouvriers de Whirlpool lui ont dit « Ah ben de toute façon, vous ne voulez pas nous serrer la main, on le sait ». Et donc les gens de Macron ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, il y avait eu un post du Gorafi qui montrait une photo de Macron en train de se laver les mains parce qu'il avait visité un village de pêcheurs et il avait touché du poisson. Et le Gorafi avait dit Macron se lave les mains chaque fois qu'il serre la main à un ouvrier. Et tout d'un coup, ça a été repris par la fachosphère. Ça a circulé de manière massive. Et tout d'un coup, ça devient une information sérieuse. Et les ouvriers de Whirlpool disent à Macron vous ne voulez pas serrer la main des ouvriers. Donc, tant qu'on est dans cette confusion généralisée, il y a une citation d'Hannah Arendt que ça fait très chic de citer Hannah Arendt, c'est toujours bien dans une conférence. Elle a dit une chose qui est très pertinente, qui est pré-internet mais qui s'adapte aujourd'hui, c'est que quand un peuple ne croit plus en rien, on peut lui faire croire n'importe quoi.
Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle confusion dans l'univers de l'information, parce que vous ne croyez pas les journalistes traditionnels parce qu'ils appartiennent à Xavier Niel ou à Drahi ou à Bolloré, ou qu'on pense qu'ils obéissent à machin, etc. Vous croyez... vous ne savez pas quoi penser de ce qui circule sur les réseaux sociaux, etc. Bref, vous ne croyez plus en rien. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez croire n'importe quoi et tout est possible. Et c'est la mort de notre démocratie, parce que la démocratie a besoin, mais pas seulement la démocratie, notre vie de consommateur ou de, par exemple, en ce moment, il y a tout le débat sur les vaccins. Comment est-ce qu'on peut se faire une opinion sur la question des vaccins si on n'a pas des faits dans lesquels on peut avoir confiance. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où effectivement, vous allez lire une enquête du Monde qui va vous dire non, vous pouvez y aller ou je sais pas quoi, et puis vous allez dire oui, mais eux, ils sont payés par les laboratoires pharmaceutiques, et vous croyez qui alors? C'est ça le problème. Et on est dans cette situation aujourd'hui où à partir du moment où on croit plus personne, on est désemparé face à un flux d'informations qui nous remet en question sur un certain nombre de sujets. Donc, le rétablissement de la confiance dans notre système d'information, il est crucial, et il passera par à la fois le Monde ou le Figaro, ils continueront à exister, à se développer, etc., mais aussi par l'expérimentation de nouvelles plateformes. Mediapart fait son boulot dans son coin, etc. Là, il y a eu une nouvelle initiative qui a été lancée cette semaine, un truc qui s'appelle le Média. Enfin, vous avez des tas de choses, mais faisons attention à ne pas faire ce qui est un peu dans la tête des hommes politiques en ce moment, qui est de délégitimer les journalistes, parce que effectivement, les journalistes sont parfois emmerdants, et on veut pas on vivrait tellement mieux sans eux. C'est un jeu très dangereux, à mon avis.